Oui, donc rebonjour pour ceux qui nous rejoignent de cet après-midi. Donc, pour continuer ce débat autour de l'accompagnement et donc de l'émancipation des accompagnants dans ces formes d'accompagnement, donc nous allons donc passer l'après-midi ensemble autour d'une table ronde. Donc, je laisserai aux intervenants le temps de se présenter. En tout cas, en termes de timing et de programme, ce qu'il faut que je vous donne comme repère, c'est-à-dire que dans un premier temps, la discussion portera autour dans cette, je ne sais pas si je peux parler comme ça, dans cette chaîne de l'accompagnement, en tout cas dans ces environnements d'accompagnement, les uns et les autres de la table ronde ayant des positions dans cette chaîne différentes. Donc chacun cherchera à préciser qu'est-ce qui pourrait être convergent dans ces fonctions d'accompagnement. Convergent pour donc envisager l'accompagnement de la personne dans sa globalité. Ça sera la première partie de la table ronde. Dans une deuxième partie, toujours les intervenants, les participants de la table ronde, par contre, dans une deuxième partie, se positionneront autour plutôt des divergences. Comment, malgré tout, dans cette complémentarité, dans cette chaîne ou cet environnement de l'accompagnement au Secours catholique, comment chacun a sa particularité, sa divergence, mais qui va bien en phase avec la complémentarité de l'ensemble. Donc ensuite, on laissera de la place et du temps avec vos questionnements, à vous dans la salle. Et ensuite, dans un dernier temps, qui ne sera pas vraiment la conclusion, mais on débattra autour justement de ces questions de la complémentarité dans l'accompagnement vers l'émancipation de la personne. Et puis vers 16h, à 16h, parce que c'est pas vers, c'est à 16h, on fera une petite conclusion. Donc je crois que c'est Maëla, je crois, et puis monsieur Jean-Yves Huet, pardon. Voilà, donc je vais laisser aux intervenants le temps de se présenter rapidement. Jacqueline, peut-être, en premier. Ah oui, alors du coup, il faut peut-être passer le micro. Voilà. Donc, moi, je suis là pour remplacer Michel, qui est absente pour cause maladie. Donc, je suis Jacqueline Fanen et j'ai rejoint l'équipe du Secours catholique du Blône en 2011, en septembre 2011, entre autres pour participer, faire des visites à domicile et puis avoir la responsabilité du téléphone avec 2 autres personnes. Le téléphone qui est le lien entre les travailleurs sociaux, les personnes qui ont besoin d'une aide et puis les bénévoles du Secours catholique. Je participe aussi à la convivialité, mais de manière très progressive. Dans un premier temps parce que je n'avais pas le temps, mais aussi parce que j'ai besoin de temps pour m'impliquer. Et là, je vais vous faire part du témoignage de Michel, qui n'est pas là. Donc, Michel, elle est sur l'équipe du Blône depuis 2002. Donc, le Blône, c'est 18 000 habitants avec 55% de logements sociaux. Ah, d'accord. Bonjour à tous. Donc, Damien Rouillet, je suis délégué en Maine-et-Loire à Angers, donc un homologue d'Alexis. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce temps de recherche ensemble. Bonjour, je suis Anne-Françoise Rubin-Courteil, je suis conseillère technique au Centre départemental d'action sociale de Passé, à côté de Rennes. Donc je vais revenir un petit peu plus en détail, mais je travaille au Conseil général depuis 25 ans. Bonjour à tous et à toutes, je suis Marie Le Guil, donc je travaille pour l'IRTS et maintenant Ascoria, les métiers des solidarités
qui, depuis septembre 2013, traduit la fusion de l'IRTS, de Arcade Formation et de la FPE. Depuis 2008, donc, j'interviens dans cet institut. Auparavant, j'ai longuement travaillé au Conseil général, longtemps comme assistante sociale en polyvalence sur des secteurs ruraux et périurbains, puis comme conseillère technique de CEDAS. Et les 10 dernières années, j'étais responsable d'un CEDAS urbain à Rennes, situé dans un espace social commun. Pour les personnes qui nous auraient rejointes ce midi, donc je suis Maëla Paul et ce qui justifie ma place ici, c'est mon intérêt pour réfléchir ensemble à ce qu'accompagner veut dire, en sachant que j'ai commencé à réfléchir à cette question-là dans le cadre d'une thèse à l'Université de Nantes, et une thèse en sciences de l'éducation. Voilà. C'est là que j'ai posé le cadre pour réfléchir à ce qu'accompagner veut dire. Voilà, pour amorcer le débat et la discussion, donc c'est Jacqueline qui va nous dire, donc concrètement, Jacqueline, comment se passe l'accompagnement sur le terrain. L'accompagnement au Secours catholique du Blône comporte 2 facettes. L'une au niveau des personnes ayant fait la demande d'une aide par l'intermédiaire d'une assistante sociale. Donc il s'agit d'abord d'un accompagnement individuel. L'autre au niveau de la rencontre de convivialité. Et là, il s'agit plus d'un accompagnement collectif. Dans tous les cas, il s'agit de rencontres avec une personne et non un problème. Nous essayons de rencontrer la personne avec tout ce qu'elle est. Alors le déroulement, lorsqu'une personne a besoin d'aide, l'assistante sociale transmet un fax et donne le numéro de téléphone du Secours catholique à la personne pour qu'elle puisse nous contacter. Un rendez-vous est ensuite fixé avec elle et on propose à la personne de la rencontrer ou chez elle ou dans nos locaux. C'est elle qui décide. La personne, quand on va chez elle, elle nous ouvre sa porte. Elle reste libre d'accepter ou non. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fois, elle préfère venir dans nos locaux. Et nous respectons ce choix. Nous accueillons ce qu'elle a envie de partager, de sa vie, de ses enfants, de son pays. Nous sommes venus pour elle et non d'abord pour un problème à régler. Nous portons notre intérêt sur les différents aspects de sa vie. Arrive alors tout naturellement le motif de sa demande. Nous prenons le temps, nous constatons que beaucoup de personnes ont besoin de parler. Souvent, nous nous rendons compte que derrière l'aide financière sollicitée, d'autres questions plus profondes se cachent. Par exemple, Lydie, elle nous explique qu'elle a laissé un appartement collectif moins cher pour venir habiter dans une maison particulière et qui lui pose des problèmes pour subvenir à ses besoins. Elle nous explique que son fils est hyperactif et entraînait de la gêne pour les voisins et c'était devenu insupportable. À l'école, elle a de gros soucis avec lui et elle est appelée plusieurs fois par jour. Elle explique les conséquences sur son autre enfant qui a 2 ans de plus. Nous l'écoutons attentivement et longuement. À la fin de notre rencontre, elle dit « Même si vous ne me donnez rien, ce n'est pas grave, vous m'avez beaucoup donné, vous m'avez écouté et j'avais besoin de cette écoute. Vous ne m'avez pas demandé pourquoi mon fils était comme ça, vous m'avez écouté et vous n'avez posé aucune question. » Aujourd'hui, elle passe de temps en temps nous voir pour faire le point sur ses démarches ou téléphone à l'une de nous. Vous m'avez aidé à tenir, je dis merci au Secours catholique. Ce n'est pas à telle ou telle personne, mais à toute l'équipe. Je me sens bien. En effet, notre accompagnement est lié à la vie d'équipe. Ce n'est pas chaque bénévole qui accompagne ça ou ces personnes, mais c'est toute l'équipe qui prend en charge la personne, même si l'une ou l'autre maintient plus de liens et aussi en fonction des compétences. Les liens vont bien au-delà de la réponse financière, de l'assistance matérielle. Parfois, on est presque rendu à des liens d'amitié. L'accompagnement demande aussi un suivi régulier et parfois long. C'est l'histoire d'Albert,
Il était très isolé et ne supportait plus d'être enfermé entre ces quatre murs. Après une visite, suite à la demande de l'assistante sociale, les bénévoles lui avaient proposé de venir participer au groupe de convivialité du mercredi après-midi. Il venait régulièrement et ne cessait de dire sa joie d'avoir trouvé sa deuxième famille. Il disait combien il appréciait que le groupe soit toujours accueillant quand il arrivait et se soucie toujours de savoir comment il allait. Il ne voulait surtout pas rater le temps du mercredi après-midi et disait combien le secours catholique avait changé sa vie. Il participait aux activités comme la formation à la médiation. Après une bonne année, Albert a cessé de venir. Tout le monde s'inquiète, prend des nouvelles au téléphone régulièrement. Il ne semble pas aller bien. Parfois, Michel le rencontre dans la rue et constate qu'il se démolit de plus en plus. Par la suite, il ne répond plus au téléphone et ne pouvait pas rester. La situation ne pouvait pas rester telle qu'elle était, surtout suite au voyage en groupe à Brest auquel il avait participé et était revenu très heureux. Un jour, Michel décide d'aller frapper à sa porte. Il ouvre et dit sa joie de la voir. Elle le trouve dans une situation qui dépasse son imagination. Elle lui dit « Albert, on veut bien t'aider au Secours catholique, mais c'est à toi de décider ce qu'il faut faire. » Il répond « Il faut que je voie le médecin. » Alors, elle l'appelle le médecin et à sa demande, le médecin le fait hospitaliser. Ça a été le début d'un long accompagnement à l'hôpital pendant plusieurs mois, en lien avec la maman âgée et loin de Rennes, en lien aussi avec les services sociaux, jusqu'à ce qu'Albert soit placé en famille d'accueil. Maintenant, il va mieux, tout en restant très fragile, et pour répondre à son souhait de continuer au Secours catholique, il a été mis en lien avec une autre équipe proche de son domicile. Il y a aussi l'apprentissage à la gestion. Souvent, au cours de conversations avec les personnes, nous rendons compte que leurs problèmes financiers sont liés à leur difficulté à gérer un budget. On leur propose, si elles le souhaitent, de rencontrer Paulette, qui va leur montrer comment elle fait son propre cahier de comptes, en notant les rentrées et sorties d'argent. C'est très simple à faire. Elles acceptent ou non de venir. Ce n'est pas une obligation. Parfois, une seule rencontre suffit. Un jour, Marguerite rencontre Paulette après plusieurs mois. Elle lui dit « Si tu savais comme tu m'as rendu service, depuis que tu m'as montré comment tu faisais ton cahier, je le fais toujours et ça m'aide beaucoup. Je n'ai plus de problème de gestion, j'en ai parlé à mes copines pour leur dire comment faire. » Il y a aussi des actions collectives. Parfois, ce qui met les familles en difficulté, c'est l'arrivée de la taxe d'habitation. Comme ce problème revenait souvent et nous amenait des personnes pour des demandes d'aide financière, nous avons fait remplir une enquête à ce sujet aux personnes rencontrées. Des rencontres étaient organisées avec la quinzaine de personnes qui avaient répondu. Louise, plus spécialisée dans la matière, a approfondi la question avec elle et tout un dossier a été fait. 3 personnes du Secours catholique sont allées le présenter aux élus de la ville pour les informer de la situation de beaucoup de personnes de notre quartier. Il s'est révélé que certaines personnes ne devaient pas payer de taxes d'habitation. Elles sont allées seules ou accompagnées d'un bénévole aux impôts pour revoir la situation. Il a été confirmé qu'elles ne devaient pas payer cette taxe et même une famille a été remboursée de ce qu'elle avait versé l'année précédente. Parfois, ce sont des prélèvements de la CAF, des banques, que nous, bénévoles, nous jugeons démesurés par rapport aux revenus de la personne. Actuellement, nous nous retrouvons en groupe, 5 bénévoles et aussi personnes accompagnées, pour réfléchir à partir de plusieurs situations similaires. Nous rencontrons des partenaires avec qui nous approfondissons cette question afin de voir quelle action peut être conduite et éviter ainsi à ces personnes de creuser davantage leur endettement. Dans ces situations délicates, nous ne pouvons pas laisser les personnes seules avec leurs difficultés. Souvent, elles ont été blessées, humiliées et n'osent plus faire des démarches. Elles ne sont pas sûres d'elles et quand elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles se mettent en colère, ce qui peut gâcher la relation. Quand nous les accompagnons, nous nous rendons compte qu'elles se sentent rassurées et l'entretien se passe beaucoup mieux. Des solutions peuvent alors être trouvées. Les personnes rencontrées n'ont pas que des difficultés, elles ont aussi des richesses et de grandes possibilités. Ce jeune de 22 ans, vivant sur le quartier, nous l'avons rencontré à l'occasion d'une demande d'aide alimentaire. Au cours de l'entretien,
il nous apprend qu'il fabrique des instruments de musique avec de la récupération et qu'il joue de la batterie. Dans ces mêmes moments, le groupe Jardin nous invite à pique-niquer avec les enfants du Cercle Paulbert, dont le local est à proximité du jardin. Ce jeune propose alors de venir animer le pique-nique avec l'un de ses copains qui joue de la guitare. C'est ainsi que nous avons vécu un repas très festif. C'était aussi une autre façon de participer à l'échange entre lui et le Secours catholique. Certaines personnes accueillies participent au bon fonctionnement de toute l'équipe. Un jour, nous faisons part de besoins de secrétaire. 3 personnes se portent volontaires et depuis ce temps, les dossiers et statistiques sont à jour. Je suis contente de faire cela pour le Secours catholique, dit l'une d'elles, parce qu'elle m'a beaucoup aidée. Nous découvrons aussi que cette même personne a des dons d'artiste et fabrique de petites merveilles qu'elle a vendues dans différents marchés de Noël en tant qu'auto-entrepreneur. Le vendredi matin, quelques bénévoles se réunissent au local, certaines personnes préférant les petits groupes, se joignent à ces bénévoles pour l'accueil. Un vendredi, une personne arrive dans nos locaux. Elle s'assoit, ne demande rien. Elle est invitée à venir prendre un café avec nous. Cette femme se met à nous raconter sa situation difficile. Léa, femme en grande difficulté et très fragile depuis longtemps, qui se trouve là, écoute avec beaucoup d'attention. Et naturellement, elles entrent en dialogue. « Comme je vous comprends, madame, ce doit être dur à vivre. » Et la conversation continue. Elle l'accompagne jusqu'à la porte de chez elle pour l'aider à porter le paquet que nous avons donné pour dépanner. Ensemble, nous nous complétons pour accompagner ceux et celles qui sont à bout de souffle. Donc voilà un petit peu les points de convergence. Merci Jacqueline. Donc c'est Damien qui va nous relater le rôle peut-être aussi de la délégation dans ce positionnement dans l'accompagnement. Oui, je ne vous cache pas mon embarras. Et puis aussi une certaine émotion. L'équipe du Blône, il se trouve que j'ai fait un voyage de la paix avec une partie de l'équipe en 2008 à Verdun. Et que voilà, quand on évoque cette équipe, voilà, j'ai aussi des visages et des paroles qui me reviennent en tête. Donc ça, c'est pour l'émotion. Et pour l'embarras, voilà, c'est de faire suite à un certain nombre d'interventions qu'on a eues ce matin qui, pour moi, ont été très éclairantes. Ce que vient d'évoquer Michel sur cette expérience d'une équipe locale, de Jacqueline, pardon, d'une équipe locale. Parole de Michel, mais travailler avec toi. Et que du coup, voilà, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter d'autre ? Et je me dis aussi voilà, que la recherche, c'est une posture d'humilité, donc je m'y lance également. Voilà. Ce que j'aurais envie de dire, moi, par rapport à l'accompagnement tel qu'on le vit en Maine-et-Loire, mais les choses font beaucoup écho avec ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est que pour moi, l'accompagnement est tendu par un projet d'alliance, j'écris ça comme ça, porté par le Secours catholique, et qu'on a traduit, nous, en Maine-et-Loire, par une orientation dans notre projet de délégation, qui essaye de dire ça, ce projet d'alliance, avec ces quelques mots, grandir ensemble sur un chemin d'humanité. Vous voyez que ça fait beaucoup écho, j'écoutais tout à l'heure Maïla parler d'humanisation, un grandir, effectivement, on est là, on n'est pas là par hasard, on vise quelque chose. Grandir vers quoi, comment, etc. On y reviendra. Et puis ensemble, tout à fait fondamental, Bernard a fait un pas de côté ce matin sur ce point. Il s'agit bien de cette intuition fondamentale du Secours catholique quand on chemine ensemble, que je dirais dans la relation d'accompagnement, souvent deux vies s'infléchissent. C'est pas l'une et l'autre. Voilà. Il y a un vrai travail réciproque de transformation. Je dirais que ce chemin, pour moi, il prend source dans la rencontre, ça a été évoqué très largement, au sein d'espaces ouverts, où la parole est possible et qui vise un mieux-être. Pour moi, c'est à peu près ça.
Dans ce chemin d'humanité dont je parle, il est pour moi un peu difficile à exprimer, mais je le rattache juste à une anecdote qui m'est arrivée très récemment, pour vous dire ce que ça représente pour moi dans ce chemin de transformation qu'on vit aussi en tant que salarié, vous, bien sûr, et à la même force que vous. À la délégation, il y a des tas de bénévoles, vous le savez, et en Maine-et-Loire, il y a une bénévole qui s'appelle Martine, qui traverse de très graves fragilités et souffrances psychiques, et qui vient donner régulièrement des coups de main, très fidèlement. Et il y a une quinzaine de jours, elle était dans mon bureau, et j'ai une plante verte, qui est très belle, qu'on m'a donnée, et elle était en admiration devant cette plante. On a échangé tout un moment, voilà, et puis il y a 8 jours, je reviens d'une réunion un peu fatiguée le soir, et j'avais un petit papier sur mon bureau, et c'était mis « J'ai arrosé ta plante, Martine ». Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a profondément bouleversé, moi. C'est-à-dire à la fois de tendresse, geste de tendresse que j'ai perçu comme ça, une vraie caresse, un baume au cœur que ça m'a fait. Et la plante en question, évidemment, c'est la plante, mais c'est ta plante. J'ai arrosé ta plante. Et c'est aussi ma personne que j'ai arrosée, que j'ai perçue comme telle. Donc, pour moi, c'est ça le chemin d'humanité. On grandit dans cette rencontre et on en est vraiment bouleversé, transformé. Alors, par rapport et en écho à ce que dit Jacqueline via Michel, ou Michel via Jacqueline, pour moi, j'ai retenu quand même 3 points clés dans ce qui est évoqué, enfin, que je veux faire ressortir du récit qu'on vient d'entendre. Le premier point, tout à fait fondateur, c'est la question de l'accueil. Ça a été évoqué par Maïla tout à l'heure. Pour moi, c'est tout à fait fondamental, c'est-à-dire qu'on accueille l'autre dans l'unicité de sa personne, la singularité de son histoire. Et comme on l'a vu avec Sylvie, par exemple, on comprend que l'équipe est en lien avec Sylvie sur une demande d'aide financière. On ne sait pas de quoi il s'agit. Par contre, la situation de Sylvie, la vie de Sylvie, en 3 lignes, on en découvre toute la complexité. Voilà. 2 enfants, un qui a des soucis d'hyperactivité, des questions du logement. Voilà. On restitue tout de suite la personne dans la globalité, de la complexité d'une vie humaine. Et ça me paraît tout à fait marquant dans le récit. Voilà. Question de la reconnaissance de la personne comme un vrai effort à faire. J'ai 4 points sur ce sujet, et le premier point, curieusement, c'est être prêt à recevoir. On ne peut pas venir au Secours catholique si on n'est pas prêt à recevoir, curieusement. Enfin, je pense que dans une partie de nos associations, c'est le cas. Ça demande un cœur ouvert et d'accueillir l'autre comme tel qu'il est. Prêt à recevoir aussi, c'est le petit mot dont je parlais tout à l'heure. C'est des cadeaux, c'est une poignée de main, une bise, une marque d'affection, etc. Et ça, c'est souvent déroutant. Le deuxième point, alors parfois on parle de bienveillance, moi je prends le terme de bonté dans le sens biblique du terme, là, et notamment en référence à la Genèse. Dieu il crée le monde et il dit c'est bon, c'est bon, et l'homme c'est très bon. Et je crois que c'est une injonction qui nous est faite devant tout homme. L'homme est très bon, la femme est très bon, certes, mais celui que j'ai en face de moi, comment je le reconnais comme très bon? Je crois qu'il y a quelque chose à cultiver en nous dans cette appréhension de l'autre. L'écoute, on l'a évoqué, c'est très manifeste chez Sylvie dans ce qu'elle raconte. Et puis la question de l'admiration, comme aussi vraiment point d'entrée. Admirer ce qui en l'autre nous réjouit, ce qui est bon, ce qui est beau, voilà, et s'en réjouir. Voilà, 4 points un peu fondamentaux dans cette question de l'accueil. L'autre point qui m'a, toujours dans cette question de l'accueil, on voit dans l'équipe du Blône
à quel point la mise en relation est travaillée. C'est très étonnant, c'est-à-dire que je relisais hier soir le récit, comment on rentre en lien avec l'équipe. La question de la porte d'entrée. Là, ça se fait via l'assistante sociale, par un numéro de téléphone. On est dans une très grande discrétion, une liberté de rencontre. C'est à domicile ou dans un autre lieu. On sent une sorte de grande attention au choix, à la liberté de la personne. Et ça, en retour, aujourd'hui au Secours catholique, une vingtaine d'années après le 50e anniversaire qu'a marqué ce tournant dont parlait Bernard, on voit à quel point ça nous réinterroge sur nos supports d'activité. Comment on fait pour que nos supports d'activité soient les moins stigmatisants possibles, les plus en plein pied avec les personnes, où les bénévoles sont de moins en moins en situation de pouvoir. Voilà. Donc on a des choses à travailler autour de ces portes d'entrée. Deuxième point qui est très fondamental pour moi après cette question de l'accueil, c'est créer la relation et mettre en lien. On voit à quel point l'équipe tricote. J'appelle ça tricoter la relation. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un premier contact et puis après, il y a des opportunités dans la vie de la cité. Alors c'est une braderie, c'est le coin convivialité, c'est etc. C'est des coups de fil, c'est on se rencontre à droite, à gauche, on se croise. Voilà. Et donc on tricote. Voilà. On a le souci que cette première rencontre, cette relation, elle s'entretienne. On voit là le génie de l'équipe à l'œuvre, hein, je trouve. Ces inventivités, ces petites affaires, on s'appelle, on organise quelque chose, une fête, un anniversaire, etc. Dans se créer la relation, il y a aussi le mettre en lien. On voit bien que s'il y a une porte d'entrée, tout de suite, on renvoie vers l'équipe. Sylvie le perçoit d'emblée. Hein. Elle dit, elle a bien conscience que ce n'est pas une personne avec qui elle est en lien. Bien sûr, il y a un contact direct. Mais elle perçoit tout de suite la dimension de l'équipe. Elle en renvoie. Elle a saisi cette notion. Et donc ce passage du relais, il est très fondamental parce que il permet de s'appuyer sur d'autres compétences. Et Paulette, elle fait le cahier. Voilà. On a renvoyé vers tel ou tel. On travaille, c'est les impôts. Voilà. On travaille avec quelqu'un qui s'y connaît un peu mieux. Et donc on va chercher les compétences, on les construit ensemble. Et puis il libère aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul face à la personne. Il y a plein d'acteurs autour de nous, il y a des partenaires, il y a des professionnels, il y a d'autres associations. Voilà. Et ça c'est très libérant pour soi et comme pour la personne. Voilà. Dernier point qui m'a paru vraiment éclairé par ce récit, c'est la question de l'ouverture des possibles. J'appelle ça ouvrir des possibles et porter espérance. On a parlé d'émancipation, on peut parler de libération. Il s'agit bien avec la personne d'ouvrir des perspectives, de chercher des issues, de lézarder, de fissurer les murs, voilà, d'ouvrir des voies là où les impasses s'imposent. Et il y a des clés là aussi dans le récit qui sont très importantes. La première est tout à fait manifeste, c'est chercher à valoriser, à mettre en avant les capacités et les talents des personnes. Vous voyez le jeune homme de 22 ans, là, par exemple, cette dame en finale là, qui a un talent de fabrication de petites choses et qui le met à disposition. Et donc, il y a cette question du talent et de la révélation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en valeur, il s'agit de révéler, de dire effectivement, mais ce que tu fais, c'est bien. Et non seulement c'est bien, mais c'est admirable, je l'admire, et j'en appelle à toi sur ce point. Autre point, alors on a parlé de développer le pouvoir d'agir, et c'est assez évident là aussi, le mobiliser dans et par l'agir.
Ça renvoie par exemple à la naissance d'Emmaüs, hein, quand l'abbé Pierre appelle et crée Emmaüs en demandant l'aide. Je m'arrête là. Je suis long. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est pas que vous êtes long, c'est qu'on va distribuer la parole C'est ça, très bien. à tout le monde. Oui. Donc, C'est bon, je finis. il y aura encore d'autres possibles. C'est bon, oui. Donc on va se tourner du côté peut-être des travailleurs sociaux en lien avec votre partenariat avec le Secours catholique. Et donc justement, quelle est votre position, votre place, votre manière de faire dans cette question de l'accompagnement des personnes? Alors, j'ai griffonné un peu partout parce qu'on a tout le temps envie de prendre des notes. Il y a tellement de choses de dites que j'espère que je vais m'y retrouver. Moi, je vais resituer le cadre parce que le professionnel, il intervient dans un cadre, donc en espérant ne pas trop vous ennuyer avec tout ça. Mais de toute façon, on retrouve dans à chaque niveau d'intervention des choses qui se croisent, qui ne sont pas forcément les mêmes termes, mais finalement on a vraiment beaucoup de choses en commun dans cette notion d'accompagnement. Simplement, pour reprendre un peu les notions qu'a développées Madame Paul ce matin sur les stades avec la fonction, la mission, la relation, la démarche. J'ai retenu ça parce que c'est important pour resituer un petit peu notre intervention au niveau... alors, en tant que travailleurs sociaux, donc moi aussi je suis assistante sociale de formation, j'y étais jusqu'il y a 2 ans sur le terrain direct. Donc, sur la question de la fonction, donc c'est vrai qu'on intervient dans un cadre professionnel, qu'on a donc une formation, un diplôme d'État, qui se prépare, je ne vais pas développer parce que ma collègue va le faire mieux que moi, et j'ai retenu ce matin la notion d'éthique, et même nous on a un code de déontologie, donc on a des règles qui définissent notre intervention et qui forcément viennent alimenter, guider la question de l'accompagnement des personnes, cette question de déontologie, de règles dans notre cadre professionnel. La deuxième étape, la question de la mission. Donc on intervient dans un cadre très défini quand on est professionnel d'une collectivité comme le département, qui a une mission d'action sociale. Donc on a un cadre légal, une réglementation qui définit notre intervention de manière très précise, probablement plus contrainte que la démarche associative, même s'il a été rappelé justement ce matin que même une association, elle a un cadre d'intervention, hein, elle a des statuts. L'association, elle se définit par ses statuts. Donc le professionnel, il est dans un cadre réglementaire plus contraint, je pense. Et puis dans la relation et la démarche, la notion d'accompagnement, où là, on a des règles aussi qui concernent le droit des usagers, qui amènent à avoir aussi une relation, un accompagnement qui est on peut le dire contraint, en tout cas qui est déterminé aussi par rapport à ce droit des usagers qui est un des fondements dans l'exercice de l'accompagnement du travailleur social. Voilà ce que je voulais rappeler. Après, sur la question, pour redéfinir peut-être un petit peu l'émission du Conseil général, simplement rappeler aussi en reprenant le schéma ce matin des problématiques de société qui amènent à écrire des lois, enfin qui conduisent les parlementaires à écrire des lois qui sont ensuite à appliquer. Donc on a bien un État qui a confié des missions au département depuis la décentralisation, qui a 30 ans maintenant, avec aujourd'hui on est à la troisième phase, mais on a vu peu à peu une décentralisation qui a confié de plus en plus de missions, notamment en termes d'action sociale au niveau des départements. Et donc au niveau du département d'Ille-et-Vilaine, il y a 7 agences départementales, ça vous dit peut-être quelque chose, qui existent donc depuis 2010. Et donc les centres départementaux d'action sociale, moi je travaille dans un centre départemental d'action sociale, sont rattachés à l'une de ces agences. Il y a 20 centres départementaux d'action sociale
sur le département. Et donc, pour ce qui concerne, par exemple, l'agence départementale de Rennes, qui est basée à Torigny-Fouillard, au village des collectivités, il y a 10 CEDAS qui en dépendent, dont le CEDAS où je travaille, moi, en tant que conseillère technique. Après, au niveau du Centre départemental d'action sociale, qui est le lieu, on va dire, d'application des politiques sociales, bon, sachant qu'il y a plusieurs missions et il y a différentes directions, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a des missions relatives aux différents aspects de l'action sociale, aux différentes réglementations qui ont été confiées au département, hein, personnes âgées, personnes handicapées, insertion, protection de l'enfance. Donc il y a des missions au niveau des départements et les centres départementaux d'action sociale appliquent ces missions-là. Donc au sein, les centres départementaux d'action sociale sont des endroits qui réunissent un certain nombre de professionnels. Donc vous avez entendu beaucoup parler des assistantes sociales dans les témoignages notamment, hein. Mais il y a aussi d'autres professions, sachant que la profession d'assistante sociale, ça peut être une fonction, mais ça peut être aussi une formation qui amène à d'autres métiers, hein. Par exemple les animateurs locaux d'insertion qui accompagnent les personnes bénéficiaires du RSA. Il y a aussi les conseillers sociaux en gérontologie qui sont dans l'accompagnement des personnes dépendantes, hein, âgées dépendantes, hein, qui instruisent des dossiers d'APA par exemple. Il y a les conseillères en économie sociale et familiale, les puéricultrices, sages-femmes, médecins de PMI. Voilà, c'est important, je vais en oublier, mais c'est important de dire, enfin de nommer un petit peu tous ces professionnels-là, sachant qu'il y a aussi un service spécifique pour tout ce qui concerne la prise en charge physique des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, hein, où il y a là des éducateurs et assistants sociaux également, qui sont accompagnés par des psychologues notamment. Et le conseiller technique, moi, ce que j'exerce comme fonction au sein du Centre départemental d'action sociale, ben, c'est accompagner les accompagnants, pour reprendre un petit peu le terme de ce matin, c'est-à-dire que tous ces travailleurs sociaux sont sur le terrain et nous avons un rôle d'accompagnement des accompagnants auprès des familles. Voilà. Sachant que donc au-dessus de tous ces travailleurs sociaux de terrain, il y a bien sûr des responsables, des décideurs, un responsable du centre départemental d'action sociale et un responsable enfance-famille spécifique autour de la protection de l'enfance. Voilà, ça c'est un petit peu c'est l'organisation. Après sur les outils, il y a quand même des choses qui dans le processus d'accompagnement qui font écho, hein, quand on a nommé à l'instant la question de l'accueil. L'accueil en CEDAS, c'est quelque chose aussi d'essentiel, d'important dans la relation. Sur la question de la relation, de créer la relation, là nous on parle d'affiliation aussi, mais finalement on est bien sur un processus de création d'une relation. Sur la question du partenariat, eh bien, nous sommes partenaires des associations telles que le Secours catholique, mais nous aussi, nous allons vers les partenaires pour le travail, l'action sociale. Il y avait un slogan il y a quelques années qui était affaires sociales, affaires de tous. C'est vrai que l'action sociale ne se résume pas aux missions du Conseil général. Il aurait bien du mal à remplir toutes ces missions-là. Donc heureusement qu'il y a ce travail de partenariat. Donc ça, c'est au niveau de l'articulation. Vous voyez qu'on a quand même des passerelles qui nous donnent un certain nombre de points en commun. Sur l'accompagnement en soi, on est aussi, nous, sur des actions de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Donc l'accompagnement individuel, tel qu'il a été beaucoup décrit ce matin, hein, dans être avec la personne à partir. Alors, c'est la plupart du temps, nous par contre, les gens viennent avec une demande.
quand on vient voir l'assistante sociale, le travailleur social du centre départemental d'action sociale, souvent il y a une demande. Seulement, les professionnels, eux, peuvent dire que ce n'est pas forcément la demande principale. Il y a tout un travail autour de l'accueil et de l'évaluation, après, qui s'instaure et qui permet de travailler la question de la demande, la première demande, et puis celles au pluriel qui peuvent y avoir au-delà de cette première demande. Est-ce que Oui. il y a encore des choses à dire sur les convergences avec... Sur les convergences, oui, puisque je pense que c'est à peu près tout. Simplement, je n'ai pas donné les missions, mais je pense que tout le monde les connaît. Les convergences, quand on entend les problématiques, c'est ce que je peux quand même dire en lien, c'est que tout ce que j'ai entendu autour du logement, de la précarité, ce sont des domaines forcément qu'on a en commun, des problématiques communes. Donc, Marie, donc, alors moi j'ai comme mission de faire le lien avec la formation. Je vais vous parler aussi dans quel cadre se fait mon intervention au Secours catholique, mais c'est le privilège de l'âge avançant, il me faut des lunettes. Donc, depuis que la réforme du diplôme d'État en 2004, les stages des étudiants assistants de services sociaux peuvent s'opérer près d'autres formateurs terrain qui ne soient pas des assistants sociaux. Donc, la formation d'assistant social est une formation en alternance. Donc, alternance veut dire aller-retour avec des sites d'accueil où s'expérimente, se découvre, se travaille les questions relatives à d'autres futurs métiers. Donc le stage de première année est un stage de 8 semaines, le stage de seconde année est un stage de 20 semaines et le stage de troisième année est un stage de 20 semaines. Et donc, depuis que la réforme le permet, Ascoria s'est emparé de cette possibilité qui était d'ouvrir pour des étudiants qui ont déjà des repères bien solides à la fin de leur seconde année, d'ouvrir des stages qu'on a appelés des stages dits innovants, en accord bien sûr avec les organismes de tutelle, ces stages étant près de sites associatifs principalement, mais aussi des communes et voilà. Et donc j'ai comme mission à la fois de prospecter pour construire un projet de stage qui permette aux étudiants de travailler les attendus pour leur diplôme d'État et leur futur métier. Et ce projet de stage est ensuite validé par Ascoria et donc ensuite de les accompagner à côté d'un formateur terrain qui est sur le site et qui peut être toute personne. Ça peut être un professionnel qui ne soit pas assistant de service social, ça peut être un élu, ça peut être aussi un bénévole. Il y a des sites où le formateur terrain et le bénévole. Et moi, je suis à côté de cette dyade, je dirais, formateur terrain et étudiant, pour accompagner l'étudiant sur toutes les questions de l'identité professionnelle et de positionnement professionnel. Et c'est dans ce cadre, et je saisis l'opportunité qui m'est donnée de remercier cette collaboration active et intéressante qui s'est mise en œuvre avec le Secours catholique depuis 2011, où le Secours catholique accueille des étudiants régulièrement et nous travaillons ensemble avec les étudiants diverses questions. Donc je me suis plutôt attachée à essayer de repérer les questions principales que nous travaillons, sachant que la posture professionnelle que je travaille avec l'étudiant est d'emblée, sans ambiguïté, une posture de futurs professionnels en devenir. C'est tout à fait important que je situe mon propos dans ce cadre-là. Alors, que travaillons-nous beaucoup ? On travaille beaucoup la posture de l'accueil et de l'écoute, puisque les étudiants se trouvent dans une situation singulière, puisqu'ils arrivent, ils ont une expérience en site institutionnel ou structure, et donc là, ils doivent s'approprier
des compléments, je dirais, d'outils, notamment par rapport à cette nouvelle réalité qui est de comment accueillir quand le cadre est informel, comment accueillir la parole de la personne dans une temporalité qui peut être différente de la temporalité à laquelle j'avais plutôt des repères. Elle n'est pas exclusive non plus dans les CEDAS, cette temporalité, je tiens à le dire, mais plutôt des repères, c'est-à-dire que là, c'est la personne qui choisit de venir vers moi, c'est elle qui choisit le moment de la rencontre. Il y a très peu de rendez-vous programmés. Cette rencontre se passe sans stylo, sans papier, c'est un des termes qu'ils utilisent. Des rencontres qui peuvent être quasi quotidiennes, mais aussi qui peuvent être ponctuées d'absence. On n'a pas, au moment de la rencontre avec la personne, eh bien, on ne sait pas forcément si on va la revoir demain. Il peut y avoir une longue absence. On peut avoir, comme vous l'avez dit, des informations qui arrivent par d'autres personnes. Et l'équilibre est à trouver entre l'aller vers et le laisser venir. Les étudiants découvrent aussi toute la question des représentations, à la fois la représentation des personnes, à la fois les représentations des bénévoles à leur égard, et quel que soit le lieu d'où viennent ces représentations, pour le métier d'assistant de service social, elles sont très souvent assez contrastées. Donc soit il y a une représentation de la bonne assistante sociale, soit la représentation de l'assistante sociale qui n'a pas été bien perçue. Et les étudiants ont vraiment cette question relative à leur identité professionnelle à travailler, à assumer. Et nous travaillons aussi beaucoup les représentations qu'eux-mêmes ont des bénévoles. Et là, ce travail d'aller-retour, il se fait aussi dans ce sens-là. Alors, cette posture de la fonction d'accueil, dans le contexte de l'association, est à découvrir, à appréhender, afin de permettre la construction d'une relation. Nous avons beaucoup travaillé ce terme avec Anne-Stéphanie, que moi je qualifie dans une juste distance, autorisant pour la personne accueillie et le professionnel de mettre à l'œuvre une relation qui permette d'avancer ensemble. Alors, dans l'accompagnement que travaillons-nous, la redéfinition des places, il a été évoqué cette question ce matin, la démarche libre et volontaire de la personne accueillie, le projet de la personne quand il peut en émerger un, le projet du bénévole, le projet du professionnel, voire leur saine confrontation. Comment accompagner quand je n'ai pas de dispositif à solliciter? C'est une question qui revient assez souvent. Tout ce qu'on peut construire autour de la réflexion sur la posture aidante du bénévole pour la personne, sur quoi elle repose, la posture aidante du professionnel pour la personne, sur quoi elle repose aussi, les complémentarités à l'œuvre dans ces postures, dans un processus relationnel pour une personne qu'on reconnaît comme sujet acteur, mais aussi comme sujet qui a besoin d'assistance, mais je développe le terme assistance, c'est-à-dire quelqu'un dont on va aussi prendre soin, au sens le plus riche et complet. Dans l'accompagnement, les limites et possibilités de l'agir du bénévole, les limites et les possibilités de l'agir du professionnel, la reconnaissance réciproque des compétences de chacun pour permettre l'émergence des possibles, c'est un terme qui a été employé aussi, tout ce qui est déontologie, gestion du secret professionnel, puisque nous intervenons, Anne-Françoise l'a dit, dans un cadre réglementé par le Code de l'action sociale et des familles, dont les étudiants assistants sociaux sont aussi tenus, toutes les questions éthiques qu'on peut rencontrer. Et nous travaillons aussi beaucoup, mais ça s'est traduit à travers tous les échanges, la meilleure communication, la communication sur les métiers, pour une meilleure connaissance de la réalité de chacun, bénévole, professionnel, comme possibilité de changement et lever tous les freins au partenariat, se connaître, se reconnaître, cette bonne connaissance réciproque étant importante pour permettre que la personne qui est accompagnée soit à l'aise aussi dans ses relations partenariales.
Et je voudrais juste rajouter, eh bien que peut-être j'y reviendrai autrement, mais que aussi dans l'intervention d'intérêt social, d'intérêt collectif, ce travail d'emblée dès la formation, puisque depuis 2004, dans le dossier de pratique professionnelle que doit proposer un étudiant pour son diplôme, eh bien à égalité, il doit présenter une intervention sociale d'aide à la personne et une intervention sociale d'intérêt collectif. Donc ceci aussi modifie les représentations qu'on peut avoir un peu sur le métier d'assistant de service social, qui aujourd'hui a aussi une entière place sur le collectif. Et je voulais ajouter concernant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, mais j'ai été intéressée par la question de la veille professionnelle, et c'est aussi un des éléments qui est une fonction de l'assistant de service social, qui doit être en capacité d'éclairer, de faire remonter un certain nombre de problématiques. Et c'est un apprentissage aussi qui se traduit dès la formation pour les étudiants. Voilà, pour ce premier temps. Merci Marie. En 2-3 minutes, Maëla, est-ce que tu pourrais rebondir sur ce qui s'est dit au niveau peut-être des pratiques convergentes, forme de synthèse ou de questions? Ce que j'ai entendu, c'est une entrée par la relation, par Jacqueline Michel, puisque vous étiez double, l'entrée de la relation, la rencontre, convivialité, mais une fois qu'on rentre dans la relation, on voit bien que c'est pour répondre à une demande d'aide. Ensuite, j'ai entendu une rentrée par le projet d'alliance, grandir ensemble, chemin d'humanité, et c'est à l'intérieur de ce grand projet que le projet de la personne trouve aussi sa place. Entrée par le cadre, la fonction, et les moyens de cette fonction qui ont été le partenariat et la formation, et l'entrée à partir de la formation sur la question de la posture. Voilà. Donc en fait on retrouve 4 entrées différentes pour reconstituer de toute façon les 4 points. Parce qu'en fait fonction, posture, relation et démarche sont 4 points qui sont inséparables. Si je parle de la relation, je ne parle pas forcément des autres, mais ils sont sous-jacents, ils sont toujours là. Alors, ce qui m'apparaît nouveau, il y a beaucoup de choses nouvelles, mais sur quoi j'aimerais m'arrêter, alors peut-être moins sur la nouveauté, mais en fait l'importance de la réciprocité pour redonner à entendre ces 2 vies qui s'infléchissent à l'occasion d'un accompagnement, réciproquement. Je pense que l'image est très belle et peut nous aider à comprendre ce que c'est que d'éprouver cette réciprocité. J'aimerais aussi souligner la notion de reconnaissance réciproque, notamment lorsqu'on a parlé de la reconnaissance réciproque des compétences. Si on se met ensemble, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui est incompétent et l'autre compétent, enfin on le dit sous toutes ses formes depuis ce matin. Voilà, ce sont 2 types de compétences qui vont s'allier, avec l'idée aussi que les compétences de la personne qu'on accompagne quand une personne est malmenée, quand nous sommes malmenés par nos vies, parce que nous aussi nous traversons des périodes qui nous déstabilisent, nous perdons aussi ce sentiment d'avoir des compétences, et il faut qu'on en parle avec un autre, c'est dans le frottement avec un autre, par ce travail de besoin de parler et d'écoute qu'on arrive à retrouver confiance sur un minimum de compétences. Et puis, j'aimerais mettre l'accent sur la relation dont on a parlé au départ, telle qu'elle a été expliquée, en essayant de déplier le fait que dans toute relation, il y a 2 éléments qui sont inséparables. Un élément qui est l'ordre du lien, donc on en parle beaucoup, de ce lien qui fait liant, qu'on trouve dans la relation de personne, qu'on appelle de personne à personne. Et puis il y a un autre élément qu'on appelle, c'est un mot théorique, mais vous allez voir qu'il n'est pas compliqué, qui est de l'ordre du rapport. Et une relation se construit sur la base de ces 2 éléments. On pourra en complexifier, mais
d'une manière simple, 2 éléments. Et ces 2 éléments-là, vous l'expérimentez, nous avons tous cette expérimentation-là, cette expérience-là. Je vais donner un exemple simple. Quand on va acheter du pain, par exemple, bonjour madame, vous avez vu le temps qu'il fait ce matin, il fait encore froid, etc. Une baguette comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. Le rapport, le besoin, le rapport, c'est uniquement l'histoire de la baguette et la pièce que je pose sur le comptoir. Voilà. Tout le reste, c'est du lien et du liant. Voilà. Et dans l'accompagnement, c'est important de ne pas réduire la relation au rapport. Elle me dit chercher une baguette, je vais lui donner contre une pièce. Voilà, elle vient pour une histoire d'aide financière, peu importe. La relation va devoir se construire avec du liant, avec tout ce qui va faire liant. Et à l'occasion de ce projet-là de demande financière, il va y avoir un projet qui va supposer un apprentissage. On a parlé ce matin de dimension pédagogique. L'accompagnement est proche de cette dimension pédagogique. Et donc, dans tout accompagnement, il y a un apprentissage. Mais pas simplement la personne accompagnée. Nous sommes aussi en apprentissage de dialogue, d'écoute, de lien, etc. C'est ce double apprentissage qui me semble aussi riche dans ce qui a été dit. Merci Maëla. Et donc, vous allez réserver un petit peu vos questions ou les noter, puisqu'on va passer à une deuxième partie de cette table ronde, donc en insistant davantage les uns et les autres sur donc ce qui fait la particularité des uns et des autres et voir des divergences dans cette question d'accompagnement des personnes donc au Secours catholique visant, ne l'oublions pas, l'émancipation de ces personnes. Donc Jacqueline. L'accompagnement, nous le vivons aussi à l'intérieur d'un groupe de convivialité. Ce groupe est constitué de toutes les personnes qui fréquentent le Secours catholique, invités et bénévoles. Personnes qui souhaitent se retrouver autour d'un café accompagnées d'un petit gâteau. Ces personnes s'invitent entre elles, le bouche à oreille fonctionne très bien. Parfois aussi, ce sont des personnes qui viennent suite aux rencontres lors de visites à domicile et à notre proposition de participer au temps de convivialité du mercredi. Pendant ces 3 heures du mercredi, l'accompagnement passe par le vivre ensemble. Adèle et sa fille Françoise, handicapées, ont besoin de ce temps pour faire face aux difficultés journalières de la vie. C'est une épreuve de chaque jour. Et avec tout le groupe, elles trouvent du plaisir et peuvent affronter plus facilement les aléas de la vie. Elles disent qu'elles laissent leurs problèmes à la maison, le temps du mercredi après-midi. Elles sont dans autre chose. Elles passent un bon moment et ça leur fait du bien. On apprend à chacun à se sentir responsable de l'accueil, on apprend à aller vers l'autre. Ceux qui viennent à la convivialité découvrent que l'accueil n'est pas réservé à quelques-uns et que chacun de nous est responsable de se vivre ensemble. On est parfois étonné de voir comment certains se mettent à préparer la table, faire du café. Ainsi, tous peu à peu deviennent responsables de l'accueil, qui n'est pas la mission des seuls bénévoles. Quand quelqu'un arrive, on lui dit bonjour en l'appelant par son prénom. C'est notre base du vivre ensemble. Dans notre groupe, chacun apprend à être responsable. Ainsi, Louison a comme responsabilité de noter tous les noms des présents sur un cahier. On l'a sollicité un jour pour lui proposer de tenir le cahier de présence. De manière générale, on incite chacun à avoir un rôle. Le sérieux avec lequel il tient ce cahier montre combien cette responsabilité est importante pour lui. C'est une façon de trouver sa place dans le groupe et de s'y sentir utile. Parfois, certains apportent un gâteau, quelques bouteilles pour fêter leur anniversaire. On partage l'événement tous ensemble et on chante le traditionnel joyeux anniversaire. Pour certains, c'est le seul lieu où ils seront fêtés. Nous sentons combien ce moment de fête est important pour eux. Ils comptent au sein du groupe. Pour certains, venir rencontrer un groupe demande de grands dépassements. Et je pense à Édouard, qui au début était assis devant son café et n'adressait la parole à personne. Et pourtant, il venait. L'un ou l'autre des bénévoles allait s'asseoir auprès de lui et commençait une conversation. En plus des conversations individuelles, le responsable du groupe sollicite un partage plus collectif. Nous profitons de différentes occasions pour inviter les personnes à s'exprimer dans le groupe.
Ainsi, depuis longtemps, nous savions que Joseph participait aux maraudes de la Croix-Rouge. Il n'en parlait qu'avec 2 ou 3 personnes. L'occasion nous a été donnée de lui demander de parler à tout le groupe de son engagement. Suzy l'avait accompagné pour une soirée et il était très heureux de lui avoir montré ce qu'il savait faire. Alors nous lui avons demandé de parler de la façon dont se passaient les maraudes. Il s'est ainsi expliqué. Il a expliqué le déroulement des soirées avec beaucoup de passion. Les autres personnes lui ont posé des questions auxquelles il répondait volontiers. Et voilà que Denis, lui, dont personne n'avait jamais entendu la voix, prend la parole à son tour. La situation des gens de la rue, moi je la connais. J'ai vécu 17 ans à la rue. J'ai fait toutes les villes de France. Et il raconte à son tour les moments forts de son histoire. Dans la salle, c'était un silence d'accueil, pas de jugement ni de condamnation. Maintenant, il vient régulièrement à la convivialité. Ce mercredi est resté dans beaucoup de mémoires. C'était vraiment beau. Joseph, Denis pouvaient être eux-mêmes, être à l'aise, être vrais avec tous. Il n'y avait pas de masque. C'est les uns par les autres qu'ils se mettent à prendre la parole. Ils osent dire qui ils sont, et je suis toujours impressionnée par l'accueil de chacun. Il est vrai que pour beaucoup, la vie a été dure. Chaque année, l'équipe porte des projets de voyage, de solidarité avec les familles qui partent en vacances. Accompagner, c'est aussi inviter les personnes à réfléchir ce projet à l'avance, à s'engager dans le financement en étant responsables ensemble. C'est ainsi que chaque année, nous organisons aussi une braderie. Chacun prend la responsabilité d'un stand et se sent fier de porter cette responsabilité. Dès 7 heures, ils sont là. C'est assez impressionnant de les voir si heureux dans l'accomplissement de leurs tâches. Et la journée se termine par la fête au cours d'un repas pour tous. L'accompagnement se fait aussi par le collectif. Ensemble, aussi, nous agissons pour que la personne, si fragile soit-elle, soit reconnue dans sa dignité. Pierre est suivi par l'hôpital psychiatrique. Un jour, le médecin lui change son traitement et en rentrant chez lui, il ne se sent pas bien, titube et tombe près de son vélo. La police passe, le monte dans la fourgonnette, l'emmène en cellule de dégrissement au commissariat de police. Il essaye de s'expliquer, personne ne veut rien entendre. Il n'est libéré que dans la matinée du lendemain, sans avoir pu prévenir l'hôpital qu'il n'avait pas pu aller à son rendez-vous. On lui avait pris son téléphone portable. Dans l'après-midi, il vient à la convivialité, raconte ce qui s'est passé. Tout le monde manifeste sa stupéfaction et la décision est prise d'écrire au procureur. Celui-ci demande alors au commissariat de le convoquer pour avoir des explications. Michel l'a accompagné et il a raconté comment s'était déroulée la soirée et que la police ne l'avait pas emmené au CHU pour un contrôle d'alcoolémie. Le policier a pris contact avec le CHU qui a bien confirmé les dires de Pierre. Ce dernier n'a pas voulu porter plainte et l'affaire s'est arrêtée. Cependant, il a été reconnu dans sa dignité et dans sa grandeur humaine. Il s'était défendu avec d'autres, il était heureux et la vérité avait été faite. L'accompagnement, c'est aussi aider la personne à être bien chez elle. Alphonse, après avoir vécu longtemps à la rue, a un appartement. Il a un toit sur la tête, mais il ne sait pas approprier son logement. Il trouve son appartement sale. La tapisserie de sa salle de séjour a besoin d'être rénovée pour qu'il trouve goût à y vivre. Une petite équipe se met au travail avec lui. Un bénévole qui l'accompagne plus particulièrement lui propose de constituer une petite équipe avec lui pour rénover sa pièce. Il en parle à Serge qui accepte de venir. Et voici l'équipe en route pour rénover l'appartement. Il en parle à Serge qui accepte de venir. Voilà, je me suis trompée. Hein? En une journée, le travail est fait. La femme du bénévole s'est jointe à toute l'équipe. Serge doit revenir une autre journée chez Alphonse pour lui montrer comment faire certains travaux. Dans cette situation, le bénévole a eu un rôle facilitateur, d'appui, qui permet à la solidarité de s'exercer et chacun va pouvoir ainsi apprendre à s'occuper de son intérieur, pour y vivre vraiment. C'est une manière de travailler sur soi et pour chacun de développer ses capacités et d'améliorer sa propre vie. Merci. Oui, je voulais repérer simplement quelques singularités
je trouve, au Secours catholique, en particulier par rapport à ce témoignage. Et puis identifier quelques écueils, parce que voilà, la vie n'est pas parfaite, en tout cas en Maine-et-Loire, on rame pas mal. Et voilà, on a aussi des efforts à faire. Alors deux points de singularité qui me paraissent vraiment essentiels et qu'on a à poursuivre, à travailler ensemble. Le premier point, celui de la fraternité. C'est assez évident dans la dimension du groupe de convivialité. On parle de prénoms, on parle d'anniversaire, de fête. Hein, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de la famille, ça a été dit tout à l'heure, qui se joue dans les rapports. Et c'est très 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 central. Et cette dimension de fraternité, je me rappelle en revenant du voyage de la paix à Verdun, une personne du Blône avait dit « ça vaut 10 ans de monastère ». Vous voyez à quel point la densité de ce qui s'était vécu là l'avait bouleversé, quoi. Un autre exemple, j'ai été animateur auparavant dans un accueil de jour en région parisienne, et il s'était posé la question du sucre. Est-ce qu'il fallait mettre des gants pour... on servait un café. Est-ce qu'il fallait mettre des gants pour servir le sucre dans les tasses? Et donc on en avait parlé en équipe. Et finalement, on s'était posé la question, finalement, c'est quoi le plus fondamental? C'est la poignée de main franche, le contact, voilà, ou c'est l'hygiène? Les deux sont importants, mais... Voilà. Et on avait fait le choix de ne pas prendre de gants, en disant, effectivement, il y aura peut-être quelques imperfections, mais cette dimension de poignée de main nous paraissait vraiment, vraiment essentielle dans la dimension franche de la rencontre. J'épilogue pas, vous connaissez ça par cœur, hein, la fraternité. L'autre point de singularité que je veux davantage développer, c'est cette dimension d'éducation populaire ou d'engagement citoyen. Enfin bon, le terme d'éducation populaire est évoqué ce matin par Anne-Stéphanie et il m'est cher. Et je le décline en 5 points qui sont très nets, hein, dans le récit. Le premier point, c'est l'apprentissage de la prise de parole. C'est évoqué là une ou deux fois une personne qui, elle arrive, elle ne parle pas. Et je vous donne 2 exemples que j'ai vécu en Maine-et-Loire. Une femme qui est bénévole aujourd'hui et qui, dans sa traversée du désert, elle m'avait dit « je ne savais plus parler ». Et il y a une autre personne que j'avais croisée à ATD Carmonde, après 20 ans de militantisme à ATD, je lui disais « mais qu'est-ce que ça a changé pour toi ?» Il m'a dit « j'ai appris à parler ». Et donc cette dimension d'apprentissage de la parole, c'est le premier levier de l'éducation. Le deuxième levier, on l'a vu, c'est l'apprentissage de la responsabilité. Et il y a quelqu'un qui gère un cahier. Il a une petite responsabilité, il s'y tient. Si on s'assoit dessus, c'est un drame. C'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'il tient, il a une place. Voilà, elle est là, elle est reconnue, elle est à sa dimension. Il pourra faire d'autres choses après, mais voilà, on laisse faire. Et on invite à un lieu d'entraide et de formation, de solidarité. C'est très nettement évoqué. Et puis les 2 derniers points sont un peu plus singuliers, mais ils apparaissent tout à fait dans le récit. C'est un lieu d'apprentissage de la citoyenneté. Vous voyez le dernier exemple, on a écrit au procureur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi j'ai jamais écrit à un procureur. Et je me dis, c'est par cette situation que des bénévoles, que des personnes qui n'ont jamais même peut-être entendu le nom du procureur, découvrent qu'il y en a un, découvrent sa fonction et se saisissent de l'instrument de la République pour faire avancer les droits. On est là vraiment dans quelque chose de très très fort dans la citoyenneté. On pourrait l'évoquer aussi tout à l'heure sur les questions de taxes d'habitation, mais je le réserve après. Parce que derrière la citoyenneté, il y a aussi l'engagement politique. Et c'est manifeste dans le récit juste d'avant, où quelques personnes, vous voyez, autour des taxes d'habitation, il y a un travail là où on identifie un problème, on le creuse ensemble, on va voir des élus. On n'y va pas tout seul, là il ne s'agit plus de citoyenneté, il s'agit d'action politique.
On va voir les élus, et puis de l'élu, on va... Voilà, ça change des choses. On est sur une action collective de transformation de la société. Alors bon, c'est pas les ministres, hein, mais on est vraiment sur une action politique dans le sens où on fait mainmise et on transforme notre cité. Donc deux singularités que je voulais évoquer. Et en termes d'écueil et de limites, je vais être un peu provocateur, je le lance quand même. J'ai envie de dire, au terme de tout ça, on ne fait pas d'accompagnement. C'est-à-dire, on ne fait pas d'accompagnement au sens où on fait une tarte ou une salade. Et quand une équipe dit on veut faire de l'accompagnement, en fait, qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est on va cultiver la rencontre. Et je crois que l'accompagnement, en tout cas c'est ma perception, il n'est jamais donné a posteriori, il est découvert. Il est jamais donné a priori, pardon. Il est découvert a posteriori. C'est-à-dire que c'est dans la relecture. C'est dans le récit qu'on nous fait, par exemple, d'Albert, qu'on identifie que, de fait, il y a quelque chose qui s'est joué de singulier, voilà, que des vies se sont alors infléchies, j'ai utilisé ce terme, et quelque chose s'est passé qui lie deux personnes, qui font date et qui vont perdurer. Deuxième point au niveau d'écueil, et puis je m'arrêterai là, c'est que vous voyez bien qu'il y a un cadre. Je fais référence à ce que disait tout à l'heure la collègue. Il y a un cadre, mais il est malléable, il est poreux, il est assez risqué, il est périlleux. Et je dis souvent que le bénévole est embarqué. Vous sortez de la gestion d'un énorme squat là, sur Angers, par exemple, sur Rennes, pardon, et je m'imagine que peut-être les bénévoles qui ont géré cette situation, ils sont peut-être rentrés pour faire de l'apprentissage du français. Et ils se retrouvent à gérer un squat, la sortie d'un squat de 150 personnes, à rencontrer un préfet, des élus, etc. Vous voyez qu'il y a un sacré chemin... Et là, on est embarqué. Et dans cet embarquement, il est capital que la liberté de l'engagement du bénévole soit garantie par le Secours catholique, par l'institution, et que les choix soient discernés en équipe. Rien n'est pire que de subir. Finalement, il y a des demandes, et on n'est pas forcément chargé, nous, d'y répondre. Mais ça nécessite un espace de construction, d'élaboration, de discernement. Parce que sinon, de fait, on va plonger dans ce que nous disait Bernard, peut-être les risques d'activisme, d'efficacité, d'épuisement, qui sont toujours pas loin. Ils sont surfaciques, juste à la limite. Voilà. Merci. Donc, excusez-nous, la parole à ces dames en réaction, peut-être, complémentarité, je sais pas. Sur la question de ce qui pourrait apparaître ou ce qui est divergent en termes d'accompagnement, quatre points. J'ai retenu 4 points. Le premier, ça concerne la demande. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé du cadre institutionnel, donc on intervient dans quelque chose de bien défini, balisé, et donc on peut être en situation en CEDAS d'intervenir, pas forcément à la demande des personnes intéressées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes d'enquête de la préfecture quand il y a un risque d'expulsion de personnes, mais on peut aussi avoir à traiter des informations préoccupantes dans le cadre de la protection de l'enfance. Et dans ce cas, ce n'est pas du tout les intéressés qui nous sollicitent, c'est nous qui sommes amenés à intervenir auprès des personnes. Il y a 2 possibilités dans ces cas-là, soit elles ne viennent pas, et comme on n'est pas dans un cadre judiciaire, on n'a pas la contrainte de faire venir les personnes. Donc, on ne peut que, éventuellement, si des inquiétudes ne sont pas levées concernant des situations familiales, voire des situations d'enfants, de mineurs à protéger
ou d'adultes à protéger aussi. Ça nous arrive de faire appel au procureur de la République, justement, pour lui signaler une situation préoccupante, pour demander une protection des personnes. Ça, c'est dans le cas où les personnes ne viennent pas. Donc là, on n'est pas franchement en accompagnement. Quand les personnes se déplacent, c'est forcément compliqué, notamment pour tout ce qui touche à la protection de l'enfance, quand on doit évaluer à partir d'éléments qui nous ont été transmis par un tiers, un voisin anonyme, un membre de la famille, une institution, une mairie, etc., etc. Mais nous ne sommes pas des enquêteurs. Donc, y compris sur le traitement d'informations préoccupantes, en tout cas, moi, j'accompagne les professionnels dans ce sens-là, et ils savent très bien le faire, on est quand même dans de l'accompagnement. Et ça peut arriver que la relation ne se crée pas, parce que c'est quand même très compliqué. Mais néanmoins, la plupart du temps, à partir d'informations préoccupantes qui sont comme une violence, quand elles viennent interpeller les parents sur le mode de prise en charge de leurs enfants, sur leurs difficultés dans la prise en charge de leurs enfants, on peut arriver à établir une relation et très rapidement, et normalement dès le premier entretien, on arrive à être dans cette position d'être en accompagnant. C'est important de le dire parce que de l'extérieur, ça peut interroger, et pourtant c'est quand même notre quotidien autour de la protection de l'enfance. C'est très important de le dire. Voilà. Sur la non-demande, c'est aussi des contraintes. C'est le deuxième point que je voulais aborder, c'est la notion de contrat. On en a parlé avec mes collègues du Conseil général ce midi, on échangeait suite à ce qu'on a entendu sur l'accompagnement des personnes. Le contrat, c'est quelque chose qui normalement est signé entre deux parties, mais quand je pense à mes collègues, il y en a dans la salle animatrice locale d'insertion qui accompagnent les personnes bénéficiaires du RSA, lesquelles personnes bénéficient de leur allocation, de leur revenu minimum si elles signent un contrat. C'est parfois compliqué d'être pleinement acteur dans cette démarche-là. On sait bien qu'il y a des limites dans le contrat. Il est nécessaire, de toute façon, il est obligatoire en l'occurrence pour ce type d'accompagnement. Pour la plupart des contrats sont des mesures dites contractualisées, que ce soit autour du logement, c'est pour aider les personnes à avoir un logement, ou autour de la gestion budgétaire, par exemple, des choses comme ça. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont pleinement actrices, mais ça peut arriver que ce soit contraint. Donc c'est vrai que c'est un petit peu les limites du contrat, c'est qu'il ne faudrait pas se donner l'illusion, et en tout cas pour faire écho un petit peu avec ce que disait Marie tout à l'heure sur des futurs professionnels qui sont déjà en questionnement quand elles ne trouvent pas le dispositif adéquat dans l'accompagnement de la personne, il faut qu'on soit vigilant sur nous professionnels, sur le fait de ne pas toujours se réfugier derrière des contrats trop formalisés qui ne sont que la volonté des professionnels, ou qui sont trop la volonté des professionnels et qui ne sont pas assez construits par la personne elle-même, qui doit en être l'acteur principal. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le temps. Parce que j'ai entendu ce matin qu'on se donnait le temps, qu'on pouvait juste boire un café, que les gens pouvaient venir sans avoir de demande. Mais on sait bien que c'est ce qui crée la relation, etc. Mais vous imaginez bien qu'en CEDAS, c'est un peu compliqué, ça, on ne peut pas imaginer ça. Les professionnels sont très, très contraints par le temps. Et du coup, on n'a pas cet outil-là, quoi. Donc, on est non seulement sur des horaires qui sont... les professionnels finissent parfois très tard le soir, mais quand même, on n'est pas là le week-end, on n'est pas là en soirée quand il y a des crises, etc. On n'est pas là forcément pour accompagner les personnes dans certains cas de figure. Et puis, quand on a des permanences avec des personnes tous les trois quarts d'heure et 5 ou 6 personnes à recevoir le matin, c'est un petit peu comme dans la salle d'attente du généraliste. On voit bien que du médecin généraliste, on n'a pas forcément ce temps-là. Donc, je voulais le dire parce que c'est important dans l'accompagnement. Et nous, on a cette contrainte-là.
Et puis la dernière chose dont je voulais parler, c'est la question de la relation, et notamment autour de la réciprocité, parce que j'ai entendu le contre-don. Alors les professionnels, le contre-don, ça c'est pas du tout évident comme notion, n'est-ce pas ? Moi, j'ai envie de dire à ça, parce que la question on a dit le tutoiement, toute cette relation proche où on devient des amis, tout ça, évidemment, les professionnels, je vous ai dit tout à l'heure notre cadre, etc., donc ça peut paraître rigide. Alors, ce qui me paraît intéressant, parce qu'on ne peut pas être sur ce champ-là, mais de toute façon, vous, bénévoles, vous êtes là pour ça. Donc, heureusement, vous êtes là, parce qu'ils en ont besoin. Mais nous, pourquoi c'est important qu'on vous voit les gens? Pourquoi c'est important qu'on dit monsieur, madame? Parce qu'on est un service public. Et qu'on est un service public et qu'on est déjà au service de la personne. Et qu'on doit la même égalité de traitement pour toutes les personnes. Et moi, ça me paraît important dans le type de relation qu'on peut établir, qu'on respecte la personne dans ce qu'elle est, c'est-à-dire usager du service public. Voilà. Donc c'est une autre forme de relation, mais moi, elle me semble importante par rapport au service qu'on a apporté au public pour lequel on travaille. Le contre-don qu'on peut appeler, en tout cas la réciprocité, elle est quand même dans la filiation qui se crée. Je crois qu'il n'y a pas de professionnels indifférents. Quand j'ai entendu les réactions en fin de matinée des professionnels suite à votre intervention, Madame Paul, il y a évidemment qu'on est dans la relation humaine, donc on est forcément très sensible à ce qui se passe avec l'autre. Et on n'est pas sans mesurer l'impact qu'on peut avoir dans l'accompagnement auprès de la personne. Et nous, quand on voit que cette personne, elle se révèle et qu'elle arrive à mobiliser ses compétences, pour nous, c'est la contrepartie dans la relation, quoi, si je puis dire, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de le traduire de cette manière-là, parce que c'est quand même des notions qui peuvent pas être traitées de la même manière entre le cadre professionnel, le cadre institutionnel et le cadre associatif. Merci. Marie, rapidement. Parce que je vais faire rapidement parce que je voudrais signifier peut-être simplement que dans le processus de formation des étudiants, on est bien sur et tout l'investissement qu'ils y mettent, et c'est vraiment un travail qu'il faut pour eux-mêmes, qu'il faut reconnaître, qui est toujours aussi en marche pour nous professionnels. C'est la question de l'ajustement de la posture. C'est vraiment un des éléments qui me paraît essentiel entre toute la richesse de l'accompagnement tel que le définit Madame Paul, et que du fait de mes années d'expérience professionnelle et du contact que j'ai avec les étudiants, je peux attester qu'il est à l'œuvre en permanence, et que que ça soutient des valeurs et une éthique que les professionnels et les étudiants portent. Par rapport à... Je voudrais juste réagir sur le fait que, aussi au niveau d'une démarche professionnelle, tous les atouts de la spontanéité, tous les éléments dont vient de parler Anne-Françoise, qui sont des atouts, l'analyse et la prise de recul peut être aussi un atout, et que ce qui est important, c'est qu'on propose aux personnes, chacun dans des places solides, bien identifiées, une proposition de relation, de projet d'accompagnement qui soit bien assumé par rapport aux uns et aux autres. Et c'est de mon point de vue, dans cette capacité qu'on a à assumer nos places différentes, mais en complémentarité, que les personnes peuvent avoir un espace dans lequel elles avancent. Et je suis aussi intimement persuadée que nous avançons beaucoup avec elles. Et ce que vous partagez là, les bénévoles, avec les personnes, dans un autre registre, dans un autre ailleurs, eh bien nous le partageons aussi. Merci. Donc je ne sais pas si Maëla a un petit mot à dire avant qu'on lance le débat. Dans ce que j'ai entendu, j'aimerais juste souligner, parce que les choses sont dites, que lorsqu'on accompagne, il peut y avoir des temps informels, comme vous avez appelé la convivialité, autour d'un café, etc.
Et il y a du temps formel. Alors on va dire que dans les associations, il y a peut-être que l'informel est plus lisible, mais le formel existe. Et si dans le cadre professionnel, le formel est le plus visible, je suppose qu'il y a aussi du temps informel qui est repérable, même si quelquefois on arrive à l'oublier. J'ai entendu aussi qu'il y avait l'accompagnement pouvait commencer avec de la demande ou de la non-demande, avec toutes les ambiguïtés qui ont été soulignées, en individuel et en collectif, parce que quand on parle d'accompagnement, de relations à deux, etc., en fait c'est parce que c'est le minima, mais effectivement l'accompagnement peut se faire aussi en individuel et en collectif, en sachant que lorsqu'on fait du collectif, les personnes ne sont pas noyées dans leur masse, puisqu'en fait elles ont un prénom, un nom, une date de naissance, un anniversaire, voilà, et que dans ce collectif, eh bien chacun est identifiable. Oui, j'ai entendu aussi qu'il pouvait y avoir de la proximité, on évoquait la proximité relationnelle, et alors on joue un peu sur est-ce qu'il faut de la proximité ou de la distance. Dans le positionnement qui est le mien, mais bon c'est le mien, j'essaie de ne pas séparer ces choses, de ne pas entretenir les clivages permanents qui ne nous facilite pas la vie. Alors, quand on parle de proximité-distance, comme il a été dit ce matin, j'ai tendance à dire qu'il y a de la proximité et de la distance, que la distance, elle se fait parce qu'effectivement, il y a un professionnel et un usager dans un cadre, mais qu'il y a aussi de la distance, de la proximité, parce que ce sont, derrière les rôles, deux personnes en présence. Et ça, je pense qu'en fait, derrière les mots, les choses se vivent à ce niveau-là. Et en fait, ce point-là amène le dernier point sur l'égalité de traitement qui effectivement est importante, mais à la condition que l'égalité de traitement ne procède pas à un nivellement, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas la différence de chacun, la demande de chacun, parce que là, c'est un des risques de l'égalité de traitement, de pouvoir à la fois effectivement poser une égalité de traitement, mais en même temps, à l'intérieur de cette égalité de traitement, une écoute différenciée de chacun. Et en fait, avec cette question que nous pouvons être égaux et inégaux, comment pouvoir accompagner en expérimentant ça, c'est pas en essayant de se convaincre, mais en essayant d'expérimenter que nous sommes égaux et inégaux, égaux sous certains rapports et inégaux sous d'autres rapports. Et que les deux sont conjugables et sont toujours là. Si on n'en parle que d'un, c'est qu'en fait, on a fait un clivage et qu'on a oublié l'autre, qui revient toujours quand on s'y attend pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est toujours ce travail de penser, apprendre à penser au-delà des clivages qui me semble intéressant si on veut vraiment nourrir l'accompagnement.